I just wanna pop, pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop, pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop, pop, turn around, dance, dance. I just wanna have fun, turn around. I just wanna have fun, turn around. I just wanna, I wanna turn around, dance. I just wanna, I wanna around. I just wanna have fun, turn around. I just wanna now and turn around. I just wanna, I wanna turn around, dance. I just wanna, I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna You know, I don't even really know where to begin, because it seems like every time I get ahead, I end up going 2 steps back. So tonight, I'm just gonna let this one fly. You know what I mean? La matinale Toxin. 8h-10h, Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous tous, bienvenue sur Toxin Matin et merci d'être toujours plus nombreux. Continuez d'ailleurs de nous soutenir, continuez de parler de nous. Vous pouvez désormais vous abonner pour avoir accès au quartier des abonnés et avoir plein de droits supplémentaires. On vous en parlera d'ailleurs, hein. Vous pourrez participer notamment aux conférences de rédaction. Alors au programme, une très grosse émission évidemment, c'est le jeudi. D'abord on commence avec nos 2 chroniqueurs préférés, Police Justice, Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. On va revenir, on avait déjà parlé la semaine dernière, sur ce conflit étranger israélo-palestinien qui nous est importé sur notre sol et qui entraîne toujours plus de restrictions de liberté. On en parle avec nos 2 amis. Et puis, évidemment, le dernier 49.3 d'Elisabeth Borne. On en dira un petit mot, puis ensuite on donnera la parole à Régis Le Sommier pour revenir, vous savez, sur le rejet de la proposition à l'ONU de cesser le feu, rejet par 2 fois par les Américains, et puis les embrasements que tout cela provoque devant notamment les ambassades. On en parle avec Régis Le Sommier, toujours sur fond de ce conflit israélo-palestinien. Et puis ensuite, très grosse émission attendue avec les témoignages des victimes encore de la vaccination, des effets indésirables très graves. On en parlera et on donnera la parole à ces victimes pendant 1 heure avec la biostatisticienne Christine Coton. Mais tout de suite, notre chronique Police Justice. C'est l'heure du sonneur. Et j'accueille avec joie nos 2 chroniqueurs, Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour Alexandre Langlois. Alexandre Langlois, qu'on va récupérer, ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma, et de ce livre Essiller la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma également. Régis de Castelnau, bonjour.
Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, en fait, on reprend un peu le même sujet, sauf que ça continue de se gâter, ça continue de s'actualiser. Le fait que ce conflit israélo-palestinien provoque chez nous des restrictions de liberté, ou en tout cas, on peut le craindre. Liberté de manifester, liberté d'expression. Pour commencer, je vous propose à tous d'écouter le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. C'était le 11 octobre. Il demande à Elisabeth Borne de punir sévèrement les personnes qui ne soutiennent pas Israël. Écoutez. L'humanité, c'est la réalité. Ce mot, cette expression, utilisez-la. Faites-la utiliser par l'Europe. Franchement, vu ce qui s'est passé, crime contre l'humanité, c'est bien le minimum. La légitime défense de l'État d'Israël, c'est un droit permanent. Quand vous recevez des milliers de missiles et que vous assistez à ce qui s'est passé dans les kibboutz, légitime défense, c'est le minimum. Alors, le son a coupé. Il a coupé sur la partie importante. Oui, exactement. Le son a coupé sur la partie intérieure. C'est le moment où Roger Karoutchi demande à Elisabeth Borne, je ne sais pas si on va pouvoir le récupérer, de punir sévèrement les personnes qui ne soutiennent pas Israël. Voilà ce qu'il dit. S'il vous plaît, Elisabeth Borne, punissez sévèrement. Je vais voir si on peut le retrouver. Qu'en pensez-vous, cher réalisateur Malo? Vous pensez alors, on va le récupérer un peu plus tard. En tout cas, en attendant, je sais, Régis, que vous l'avez entendu, cet extrait, quand vous rediffusera un tout petit peu plus tard. Quelle réaction face à cette demande, finalement, de punir ceux qui ne soutiennent pas Israël? Alors, moi, je vais commencer par dire que j'ai du respect pour l'émotion des membres de la communauté juive en France. J'ai du respect. Karoutchi, c'est pas le pire. Je veux dire des sénateurs, des LR, etc. Mais cette émotion, finalement, a déferlé. Il y a eu une complaisance face à celle-ci qui fait qu'on s'est mis à dire n'importe quoi. On s'est mis à dire n'importe quoi et surtout, on en vient à proférer un certain nombre de choses, à demander un certain nombre de choses, et on en vient à porter atteinte aux libertés. Et Monsieur Darmanin, qui est le petit télégraphiste de toutes les mesures liberticides envisagées par le pouvoir, se précipite. Il s'est précipité. Et concernant ce qu'a demandé Roger Karoutchi, donc punissez ceux qui ne soutiennent pas Israël, c'est-à-dire que l'apologie du terrorisme, qui est le soutien au terrorisme, et qui consiste finalement à inciter au terrorisme, c'est une infraction, d'ores et déjà, je la trouve beaucoup trop large. Peut-être que le Conseil constitutionnel devra intervenir pour mieux la caractériser. Mais on est passé effectivement du soutien au terrorisme souhaite poursuivre et au fait de soutenir le peuple palestinien et maintenant de ne pas soutenir Israël, et on qualifie ça d'apologie du terrorisme. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est une approche qui doit être proscrite. Oui. Et d'ailleurs, hier, notre ami Darmanin, toujours, il est jamais en retard. Il a mis en cause, hier ou avant-hier, il a mis en cause Benzema. Qu'est-ce que Benzema est venu faire dans cette affaire? Qui avait dit un petit tweet sur les enfants de Gaza. Alors, Valérie Boyer s'est précipitée pour demander qu'on le déchoie de sa nationalité. C'est-à-dire, là, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Et Monsieur Darmanin avait envoyé un télégramme à tous ces préfets en leur disant « interdisez a priori les manifestations pro-Palestine ». Je schématise un petit peu. Comme il avait fait d'ailleurs, quand il a demandé à ses préfets d'interdire systématiquement les réunions organisées par l'extrême droite, mais les réunions, c'était y compris les colloques. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Yves Le Gallou, qui avait fait un colloque et on l'a avisé une demi-heure avant qu'il était interdit. Alors que c'était dans une pièce fermée, qu'il n'y avait aucun risque de trouble à l'ordre public. Alors, hier, le Conseil d'État a rappelé à Monsieur Darmanin un certain nombre de principes. Oui, il l'a fait hier, de le Conseil d'État cinglante. a donc, il y a eu ce rejet de l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes qui avait été demandé par Gérald Darmanin. Alors racontez-nous justement, Régis. Exactement. Et donc, le Conseil d'État a dit qu'il avait vu ce télégramme rédigé de façon approximative et il a rappelé les principes. Il a dit, le principe, c'est que ce sont les préfets
qui peuvent interdire une manifestation dès lors qu'elle est de nature à troubler l'ordre public. Oui. Il faut le motiver, il faut Oui. l'établir, Oui. que c'est de nature à troubler l'ordre public. Mais je rappelle que le droit de manifestation, c'est un droit relevant de la liberté d'expression. On ne demande pas l'autorisation de faire une manifestation, on la déclare. Oui. Ensuite, effectivement, la puissance publique, son devoir, c'est de regarder si ça ne va pas provoquer des désordres. Mais cette notion de trouble à l'ordre public s'est étendue complètement, et le fait de ne pas soutenir l'État d'Israël est considéré par M. Carucci, et fort heureusement pas par le droit français, est considéré comme une apologie du terrorisme, donc un soutien au terrorisme. Donc, je crois que, j'espère, mais j'ai pas d'illusion, que le Conseil d'État hier a un peu sifflé une fin de partie pour Monsieur Darmanin, parce qu'il serait souhaitable, franchement, qu'il se calme, Oui. et qu'il arrête en permanence de se jeter dans un contexte difficile où l'émotion est très Bien importante, sûr. et cette émotion, elle est légitime. Oui, elle est Elle est normale, légitime. évidemment. Oui. Ouais. Et alors, sur le point juste sur la question de la manifestation, Alexandre Langlois, d'abord, avant d'aborder les autres sujets. La manifestation, c'est ce qu'on avait pu voir la Oui. semaine dernière déjà, c'est que à force d'interdire les manifestations, même si les éléments perturbateurs peuvent venir dans les manifestations, comme c'est le cas dans chaque type de manifestation, c'est pas propre aux manifestations qui soutiennent le peuple palestinien et pas le Hamas, je tiens à préciser. Du coup, pour les services de renseignement de police, ça complique le travail, parce que les gens qui posent problème, en général, se regroupent dans ces manifestations et peuvent être identifiés plus facilement. Donc ça pose une difficulté. Et derrière, ça donne aussi une complication au niveau du travail des policiers, Oui. parce que les policiers sont aussi en relation avec les associations, avec les personnes qui sont pour la cause palestinienne. Et du coup, là, ça met un nom, en fait. Les gens ne veulent plus discuter. Ils disent pourquoi vous voulez qu'on discute avec vous et qu'on organise que les choses se passent bien, alors que vous avez un ministre qui dit non, on ne veut pas discuter. Et en fait, c'est ce manque de discussion et de sortir les gros bras qui crispe tout le monde et ne peut arriver qu'à des situations encore plus compliquées que ce qu'elle n'est déjà. Mais ça, c'est sur l'interdiction de Gérald Darmanin. Mais comment vous réagissez à l'avis du Conseil d'État qui rejette donc cette interdiction systématique? Je rappelle que, en fait, c'est pas l'interdiction d'une manifestation pro-palestinienne qui pourrait causer en effet des troubles sur l'espace public. Là, c'est bien Gérald Darmanin qui a proposé, qui a demandé que l'ensemble des manifestations pro-palestiniennes soient interdites sur le territoire. Donc ça pose vraiment, c'est un problème de principe. Donc là, c'est quand même, c'est une envergure autre. Justement, c'était... Oui, pardon. Non, allez-y, justement. Et donc, comment vous juste- réagissez à la décision du Conseil d'État? Justement, le Conseil d'État a fait son travail. Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore une instance dans ce pays qui ose résister à notre ministre et aux décisions uniques que l'administration peut prendre. Et déjà, donc ce que je disais, ça complique de façon nationale les relations entre les services de renseignement et les associations, parce que c'est quelque chose de politique au niveau national. Et deuxième chose aussi, derrière, quand même, ce Darmanin va continuer à dire au préfet, faites-le quand même au cas par cas, parce qu'aucun préfet a sa carrière qui va être jouée derrière par le ministère de l'Intérieur, etc. Et donc aujourd'hui, on est face à des carriéristes plutôt qu'à des gens qui se défendent l'intérêt général. Donc en fait, c'est une victoire, j'allais dire, de façade. Donc c'est déjà ça, au moins. C'est pas gravé dans le marbre, mais derrière, les petits arrangements et les rouages bureaucratiques vont quand même pouvoir agir. Et derrière, la situation ne va pas s'apaiser parce que la volonté de Darmanin et derrière de M. Macron va pouvoir s'appliquer quand même de façon un peu plus compliquée. Ils devront remplir une feuille en plus, mais les directives vont quand même s'appliquer malheureusement derrière. Donc le problème vient sur la philosophie de l'application de l'intérêt général en France par nos hommes politiques à l'heure actuelle. Oui, Régis de Castelnau, à ce sujet-là, Alexandre Langlois qui suggère que finalement, on va avoir des préfets qui vont de toute façon suivre un peu le mot d'ordre donné par Gérald Darmanin. Alors si c'est pas de façon systématique, ce sera à eux maintenant de juger au cas par cas, mais peut-être que chacun de son côté va continuer d'interdire ces manifestations. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est comment dire, c'est un principe ancien. C'est le boulot des préfets. Ils sont là, ils représentent l'État, le principe d'unicité de l'État. Ils sont l'État, ils sont le ministre, ils sont l'exécutif et ils prennent une décision en fonction des circonstances. En fonction des circonstances. Concernant cette espèce d'interdiction générale, c'est la deuxième fois, c'est un récidiviste, Monsieur Darmanin. Je parlais de ce qui était arrivé à Jean-Yves Le Gallou. Oui. Effectivement, il commençait son colloque une demi-heure avant, il a reçu une notification. Mais ça, c'était un petit jeu auquel s'amusait. Alors c'est Nunez, je rappelle, le préfet Nunez qui avait fait ça, donc qui a été ministre et qui était comment dire
qui faisait duo avec Monsieur Lallemand. Et ça, c'était le petit jeu de Monsieur Lallemand qui faisait des interdictions une fois que la manif était partie. Hein, on l'avait vu place d'Italie. Et puis là, on envoyait des policiers faire des procès-verbaux, puisque c'est une infraction. Vous avez une amende si jamais vous participez à une manifestation interdite. Après, vous vous rendez compte, c'est 135 €. Si vous voulez la contester, il faut se lancer dans des procédures. Ce sont des manœuvres d'intimidation. Je rappelle, en ce qui concerne les manifestations sur le Moyen-Orient, donc uniquement les manifestations de soutien au peuple palestinien, que la France est le seul pays au monde, l'Allemagne c'est un peu différent, le seul pays au monde à le faire. Les États-Unis, il n'y a pas un pays qui soutient plus Israël que les États-Unis, c'est parfaitement autorisé. Personne ne s'aviserait de procéder à ce genre d'interdiction. Donc malheureusement, le Conseil d'État, il a rappelé des principes, mais tout à fait évidents. Mais là maintenant, les préfets, hein, ils vont pouvoir dire, ah ben attendez, il y a un risque de trouble à l'ordre public, donc j'interdis. Il faut qu'il y ait des gens qui soient équipés, qui fassent un recours, un référé. C'est lourd. Hein, et donc, c'est un moyen de les empêcher. Mais comme le dit très bien Alexandre, tout ça, c'est de la démagogie politicienne, quoi. C'est de la démagogie politicienne. On veut complaire à la communauté juive, et on passe son temps à porter des coups aux libertés publiques dans ce pays. C'est-à-dire que nos gouvernants, à commencer par le chef de l'État lui-même, ce qui est quand même, je dirais, extraordinaire, ne respectent aucun principe. Mais non seulement ils ne les respectent pas, mais à mon avis, ils ne les connaissent pas. La question des principes est très importante. À chaque fois qu'on parle de liberté d'expression, dont la manifestation est une modalité, hein, je rappelle la Déclaration des droits de l'homme de 89, bon sang, qui fait partie de notre Constitution. Hein. Si vous pourriez, Monsieur Darmanin, la lire au moins une fois. Hein, moi, c'est quelque chose qui m'épouvante. Alors, je vous propose, allez, on écoute ce sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Donc, c'était le 11 octobre. Il demande à Elisabeth Borne, je crois que c'était lors d'une question au gouvernement. Écoutez ce qu'il disait, parce que c'est la fin, en effet, qui est intéressante. Écoutez-le. L'empathie n'est pas exclusive de l'action politique. Nous sommes là pour vous dire qu'il faut utiliser les mots. Crime contre l'humanité, c'est la réalité. Ce mot, cette expression, utilisez-la. Faites-la utiliser par l'Europe. Franchement, vu ce qui s'est passé, crime contre l'humanité, c'est bien le minimum. La légitime défense de l'État d'Israël, c'est un droit permanent. Quand vous recevez des milliers de missiles et que vous assistez à ce qui s'est passé dans les kibboutz, légitime défense, c'est le minimum. Et faites en sorte, Madame la Première ministre, que celles et ceux qui, dans la République, trahissent les valeurs de la République, trahissent les valeurs de la nation, en ne soutenant pas l'État d'Israël et en faisant l'apologie du terrorisme, faites en sorte qu'ils soient sévèrement punis. Voilà, là on l'a entendu, faites en sorte qu'ils soient sévèrement punis, ceux qui trahissent les valeurs de la République, donc tout simplement qui ne soutiennent pas Israël. Donc là, on va commencer par Alexandre Langlois. Pour changer, Alexandre Langlois, comment vous réagissez justement à cette invitation du sénateur Roger Karoutchi ? Ça va dans la droite lignée de ce qui avait été voté par la Macronie en disant que la critique envers l'État d'Israël sera assimilée à l'antisémitisme. Donc ça, c'est la première étape. Mais il y a une autre étape qui est passée, mais une autre étape qui est déjà passée depuis longtemps, c'est dès qu'il y a un problème en France, on dit que c'est des terroristes en face. Donc là, pour le Hamas, on est d'accord, mais de là mettre tous les gens qui pourraient soutenir le peuple palestinien et pas le Hamas en tant que terroriste, ça pose problème. Et on a pu voir que, par exemple, quand il y a eu ce qui s'est passé avec les écologistes, il y avait des éco-terroristes avec notre ami Darmanin. Quand même avant des permanences de députés qui étaient attaquées, c'était des actes de terrorisme. À force de vider les mots de leur sens, ils n'ont plus de sens. Et aujourd'hui, quand on est avec des vrais actes de terrorisme pour l'attaque du Hamas, les gens disent encore terrorisme. En fait, finalement, ce mot, il a tellement été galvaudé et dévoyé par nos politiques que pour des choses complètement insignifiantes. Je veux dire, je repense au local dégradé par des tags. Voilà, je veux dire, on a totalement dévoyé qu'aujourd'hui, les mots n'ont plus de sens. Même si évidemment, on se porte contre ces actes-là, comme le golf qui avait été dégradé et qu'on parlait d'éco-terrorisme, en effet. Donc, mais c'est juste qu'on remettons
remettons les choses à leur place. Oui, Des dégradations ne se passent sur du terrorisme. Là, il y a des gens qui sont morts, qui ont été massacrés, oui. Donc ça, c'est du terrorisme. Mais après, c'est juste aussi, il y avait aussi, ils avaient voulu aussi traiter de terroristes aussi à un moment les mouvements sociaux. Enfin, tout le monde est traité de terroriste dès qu'on est en opposition. C'est un petit peu le nouveau mot. Mais donc, ce qui est dramatique derrière, c'est qu'en mélangeant les mots, les genres, eh ben, on arrive à ces conclusions de M. Carucci. Il faut traiter de terroristes tous ceux qui soutiennent pas l'État d'Israël. Là, ce qui n'a rien à voir. Parce que même des Israéliens ne soutiennent pas la politique d'Israël. Il y avait eu une tribune qui avait été publiée dans Le Monde au moment où la résolution avait été votée que ce serait antisémite de ne pas soutenir l'État d'Israël. Eh ben, il y a des intellectuels juifs qui ont dit non, nous, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Mais il y a des intellectuels juifs qui ont dit nous, on ne soutient pas l'État d'Israël pour X raisons et ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas religion et politique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, l'État d'Israël est un des rares pays au monde à avoir marqué la laïcité dans sa déclaration et dans son fondement. C'est-à-dire qu'en fait, dans ses fondements et dans sa constitution, il est laïque comme État. Donc arrêtons de mélanger tous les genres. Et donc ces déclarations, en fait, comme M. Carucci le fait, n'appellent qu'à une chose, à la haine de l'autre, parce que c'est toujours plus facile de dire l'autre c'est un terroriste, donc je peux le détester, je peux le haïr. Et donc ça va justifier des actes tout aussi barbares. Et en fait, ces actes de barbares, en fait, c'est l'enclenchement d'un cycle de violence. En fait, à quel moment on met les mots sur les bonnes personnes, sur les bonnes choses. Effectivement, qu'on a chassé les gens qui ont commis ces actes terribles, ça semble tout à fait normal. C'est ce qu'on a fait en France quand il y a des actes de terrorisme. On poursuit les terroristes et c'est pas pour ça qu'on va nettoyer toute une partie du monde en disant bon on fait un amalgame avec tout le monde. Et là, c'est encore pire. C'est même pas un soutien à une cause, c'est si on ne soutient pas l'autre cause. C'est donc ça veut dire que c'est ça qui est encore un point suivant. Donc demain, ça c'est le premier étape. Mais qu'est-ce qui va se passer si on commence à tolérer ça demain? Si on ne soutient pas la politique d'Emmanuel Macron, on ne sera plus patriote. Demain, qu'est-ce qui va? Je veux dire, c'est un engrenage et une porte ouverte au grand n'importe quoi et surtout un contrôle très autoritaire de la population avec des justifications complètement bancales. Donc on aura quelque chose qui sera parfaitement légal, mais c'est absolument pas légitime, ce qui est le propre des États autoritaires, voire des fois plus totalitaires. Oui, de désigner des ennemis politiques de façon large. Et oui, alors juste avant de vous donner la parole, vous avez utilisé un mot important, Alexandre Anglade, aussi le mot amalgame. On l'entend tous les jours aujourd'hui, tous les jours, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Qu'est-ce que c'est que ça si c'est pas une énorme amalgame en fait? Mais bon, on est sur l'amalgame surtout, oui, on est sur l'amalgame surtout en fait, et c'est ce qui pose les difficultés. On dit une personne a fait ça, donc toute la communauté de ces personnes fait ça. Et donc je veux dire, je reprends l'exemple que j'ai donné la semaine dernière, quand la France fait quelque chose dans le monde parce que Emmanuel Macron a pris une décision en se levant le matin, ça n'engage pas tous les Français. Donc je veux dire voilà, donc arrêtons les amalgames. Même nous, on n'a pas envie d'être associés à sa politique. Donc si jamais on le fait pour les autres, comprenons que les autres peuvent le faire pour nous et que ça va arriver à nulle part. Donc remettons les choses ensemble. Disons-nous voilà, là il y a des problèmes, réglons les problèmes et identifions les choses. Et c'est aussi une chose qui est dramatique, c'est qu'à force de vider le langage de son sens, donc là 1984, le magnifique ouvrage d'Orwell, justement les gens ne peuvent plus exprimer leurs pensées, ne peuvent plus exprimer leurs idées, et ce qui fait qu'on arrive à quelque chose de global, de quelque chose de moche et quelque chose où les gens n'ont plus qu'un moyen d'expression, la violence. Ouais. Alors, Régis. Alors, je voulais ajouter une chose, Clémence. C'est que là, on pointe Darmanin, on pointe le pouvoir, mais enfin, tout l'ensemble de l'arc politique fait exactement la même chose. Je vais prendre l'exemple de Jean-Luc Mélenchon. Lorsque Darmanin, l'homme qui dissout plus vite que son ombre toutes les associations qui passent à sa portée pour ses opérations démagogiques, avait dissous les soulèvements de la terre, je crois que c'est après Sainte-Soline, Mélenchon avait protesté, mais scandaleux, liberté, etc. Moyennant quoi, quand il y a eu une déclaration bizarre dans un colloque de Civitas, il a immédiatement avisé le procureur et réclamé que la dissolution de Civitas. Et il était ravi parce que Civitas a été dissous. C'est-à-dire que le corps politique, tous tant qu'ils sont, et on l'a vu à l'occasion du drame du Moyen-Orient, veut faire taire ses adversaires. Et finalement se retourne vers l'État. Alors, moi, j'ai le droit de parler, mais celui d'en face, faut le punir. C'est devenu, je veux dire, un mode de fonctionnement de la sphère politique française. Et effectivement, la responsabilité de Darmanin est écrasante. Il est ministre de l'Intérieur, mais clairement aussi, faut pas l'oublier, tout le champ politique joue à ce petit jeu. Ouais. Allez, on va parler du 49.3 enclenché. Je ne sais même plus à combien on est de 49.3 depuis le début de la Macronie. Enclenché par Elisabeth Borne hier pour le financement du budget, vous savez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a même pas pris le temps d'ouvrir les discussions à l'Assemblée. Et écoutez, c'est quand même assez édifiant comment elle explique et justifie la sortie du nouveau 49.3. Écoutez-la. Or, notre pays a besoin de ce budget.
Nous avons besoin de cette première partie du PLF pour financer nos projets et les réponses aux défis auxquels nous faisons face. De part et d'autre, comme à chaque fois que ce sera nécessaire, j'agirai en conscience et dans l'intérêt du pays et des Français. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Oui, Elisabeth Borne, donc, qui explique que tous les partis d'opposition sont de fait opposés à ce budget, que donc, comme l'État en a besoin, le gouvernement en a besoin, on va passer le 49.3 avant même d'ouvrir la discussion. Alors, Alexandre Langlois, comment réagissez-vous à je crois que c'est le 13e 49.3 des gouvernements? Ouais, il faut essayer de battre le record de Michel Rocard. La place deuxième ne lui convient pas pour le moment, mais avec un contexte bien différent. C'est qu'à l'époque, Michel Rocard avait une majorité et c'était pour accélérer les débats qui n'étaient pas forcément acquise à sa cause, mais il avait quand même une majorité à l'Assemblée nationale, alors que là, Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire valoir une politique donc d'une minorité des Français, en tous les cas représentée à l'Assemblée nationale, ils doivent faire ça en force. Et deuxièmement, le discours d'Elisabeth Borne souligne une hypocrisie, parce qu'effectivement, tous les partis d'opposition vont sans doute être contre. Mais du coup, ils ont l'arme de pouvoir voter contre et de voter une motion de censure, ce qui ne sera pas fait, parce que chacun préfère garder son petit fauteuil en n'étant pas sûr d'être réélu derrière. Donc en fait, on est sur une farce politique où il y a des gens qui sont en train de se partager les subventions publiques pour leurs propres intérêts personnels, qui vont faire des déclarations dans tous les sens, qui ont des leviers pour agir et personne ne va s'en servir. Les seuls qui se servent des leviers à l'heure actuelle, c'est la Macronie, pour justement se servir de cette division et de cette lâcheté de tous les autres politiques, quelle que soit leur position sur l'échiquier. Donc voilà, donc on est rendu à cette situation. Et le 49.3, oui, on parle d'un déni de démocratie. Oui, si on veut, mais en fait, c'est plutôt un déni de régime parlementaire, parce que la démocratie, encore faudrait-il que les représentants de l'Assemblée nationale soient une représentation exacte de ce qu'est le peuple. Donc aujourd'hui, on est sur un truc, des gens vont dire « Ah là là, déni de démocratie ». Non, on sait bien que depuis un moment, nos représentants ne représentent plus exactement la population française, ce qui avait d'ailleurs été déjà très bien décrié et expliqué par la BCS en 1789, 1700, donc première République française. La France n'est pas une démocratie, c'est un système représentatif. Si on donnait le pouvoir au peuple, ce serait une catastrophe. Donc on est toujours sur cette idée. Et donc là, c'est une petite guéguerre d'élite. Est-ce qu'on a le droit de parler, plus ou moins de parler? On n'aura pas de tribune à l'Assemblée nationale. Mais au final, c'est juste du théâtre. Parce qu'il y aurait moyen de dire, voilà, on retourne devant les électeurs, c'est terminé, fin de la récréation. Et personne ne va le faire. Donc en fait, on est face à des gens qui sont fiches de la démocratie et de l'autre côté, des gens qui sont confortablement installés, qui ne veulent surtout pas perdre leurs petits avantages. Donc la démocratie est morte et bien loin des préoccupations populaires, en tous les cas pour notre classe dirigeante. Ce que peut penser le peuple, c'est bien loin de ses préoccupations. Oui, la démocratie est morte depuis longtemps. Vous dites c'est 49.3, finalement c'est qu'un signal de plus, c'est qu'un symptôme de plus. C'est un symptôme de plus parce que ça se serait si Emmanuel Macron représentait réellement plus de la majorité des Français, ça se serait que l'Assemblée nationale représente. Il n'y aurait pas eu les gilets jaunes, il n'y aurait pas eu toutes ces manifestations pendant la crise sanitaire, il n'y aurait pas eu ces manifestations contre la loi retraite. En fait, les gens sont complètement désespérés. Et j'avais assisté à un colloque du barreau national et c'était il y a 2-3 ans à Paris, et c'était Monsieur Bas, Philippe Bas, ancien président de la commission des lois du Sénat, qui avait dit aujourd'hui, à force de supprimer tous les contre-pouvoirs, de ne plus donner la parole à personne et de tout amener du sommet de l'État et que personne prenne ses responsabilités au niveau du personnel politique, il n'y aura plus qu'un seul moyen d'expression, ce sera la rue. Et il a dit, ce sera plus les gilets jaunes, ce sera les gilets jaunes puissance x10. Mais parce qu'on aura tellement exaspéré les gens en leur donnant aucun moyen de soupape pour s'exprimer que ça va finir par exploser. Et je pense que au fur et à mesure, le discours de Philippe Bas, qui était quand même bien placé pour le savoir après avoir lutté pour essayer de faire exploser l'affaire Benalla, ce qu'il a réussi à faire, mais derrière avec des résultats d'application très moyens au niveau du Sénat, ce qu'il ne pouvait pas faire plus. Donc voilà, donc en fait, on est dans cette situation où la démocratie, je pense qu'elle est morte en France déjà depuis bien longtemps. Si c'est le pouvoir du peuple, voilà, là nous sommes dans un système représentatif, voire oligarchique, parce que ce sont souvent les plus riches qui sont élus ou ceux qui ont des réseaux. Donc on est sur quelque chose de complètement décalé et défaillant. Donc là, c'est le petit sommet de l'iceberg, mais je veux dire, pensons qu'il y a tout l'iceberg en dessous. Oui, ok. Régis de Castelnau. Ouin, le 49.3, ouin, comme ils sont vilains, l'antidémocratie. Alors moi, quand je vois ça sur les réseaux, ça m'exaspère. Je suis entièrement d'accord avec Alexandre, ce qu'il a dit, mais c'est une farce.
mais c'est une farce. Je suis favorable au 49.3, qui a été inscrit dans la Constitution de 58. Quelle Constitution je crois qu'il y a plus que 30 articles sur 90 qui sont intacts par rapport, mais le 49.3 y est. C'est quoi le 49.3 C'est je veux clarifier les choses. Ce projet de loi, moi, gouvernement, que vous contrôlez, est important. Donc, si j'engage la responsabilité de mon gouvernement, si vous ne voulez pas, vous me renversez. Alors, sur Rocard, c'était pour gagner du temps. C'était pas terrible comme méthode. Mais bon, mais là, effectivement, ils sont là tous à transformer l'hémicycle en cirque. On voit arriver Monsieur Boyard et on entend de l'autre côté Jean-Philippe Tanguy et Ructé faire le malin. Mais lorsqu'on leur dit, écoutez, ok, maintenant prenez vos responsabilités. Oui, votez contre nous, renversez-nous. Renversez donc ce gouvernement au lieu de pleurnicher. Alors là, il n'y a plus personne. Ah oui, mais ils sont d'extrême droite. Ah oui, mais ils sont ceci. Ah oui, mais ils sont cela. C'est lamentable, franchement. Moi, tiens, je vais pointer quelqu'un précisément. Pour cette affaire, c'est Marlex, que j'aime bien, qui est par ailleurs, que je connais, et qui est donc parlementaire LR. Il a écrit un livre qui s'appelait Les liquidateurs. Oui. Notamment sur l'affaire Alstom. Exactement, l'affaire Alstom, et pas que, toute la désindustrialisation. Il a saisi le parquet pour toute la corruption qu'il y a eu autour de l'affaire Alstom. Le parquet ne bouge pas, bien évidemment. Eh bien, lorsqu'il a fallu, parce que plus critique que lui, plus dur que lui, vis-à-vis de ce gouvernement, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il n'y a pas. Eh bien, quand il a fallu, au moment des lois retraites, où la motion de censure a échoué de 9 voix, eh bien, naturellement, il s'est bien abstenu rapidement de la voter. Parce que si on renverse le gouvernement, d'abord, c'est un événement politique fort. Le président de la République, il a le choix. Soit il nomme un nouveau Premier ministre, puis on essaye de voir ce qu'on peut faire, ou bien il dissout et on demande son avis au peuple. Ça vous fait peur ? Ça vous fait peur, Monsieur Mélenchon ? Ça vous fait peur, Madame Le Pen ? Enfin, voyons. Oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est intéressant si on le résume, pour que tout le monde comprenne, parce qu'il y en a qui se fâchent, notamment sur le chat de YouTube ici en direct, qui nous disent non, mais justement, 49.3, c'est une honte, etc. On est d'accord sur le fait que c'était une honte. Mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est que 13 fois un 49.3, c'est 13 fois une possibilité offerte au Parlement de renverser ce gouvernement. Donc, au contraire, c'est presque une opportunité pour ce Parlement de renverser le gouvernement s'il est mécontent de ce gouvernement. Donc, pour le moment, c'est pas le cas, et donc la responsabilité, elle est peut-être pas tant, comme vous le dites, du côté du gouvernement que celle du Parlement et de l'opposition, qui visiblement a du mal à exprimer cette opposition. Oui, alors c'est devenu une espèce de mème, c'est comme ça qu'on les appelle, vous savez, les concepts qui se baladent, qui prennent de l'ampleur par les réseaux. Il faut considérer que le 49.3 est la preuve que ce système décrit par Alexandre est antidémocratique. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin du passage et de compter le nombre du 49.3. Mais je constate que ceux dont c'est la responsabilité de contrôler le gouvernement, s'ils ne votent pas la censure, ils n'ont plus rien à dire. Ouais. C'est tout. C'est tout. Ouais. Eh bien, si on va juste plus loin, c'est que justement le 49.3, il y a un Premier ministre, Emmanuel Macron, qui ne l'a pas utilisé, c'est Jean Castex. Et pour cause, c'est pour là où on arrive dans vraiment le déni de démocratie, c'est que lui, à l'époque, tout était piloté par un conseil de guerre, un conseil scientifique, tout sous le secret défense. Donc, et là, il n'y avait pas de possibilité de renverser le gouvernement, il n'y avait aucune possibilité, tout était géré en haut, et là, c'était vraiment pyramidal pendant la crise sanitaire. Donc, du coup, en fait, il y a une étape encore plus loin. Le 49.3, effectivement, là, c'est juste une question de courage de tous nos hommes politiques de faire sauter le gouvernement, mais Emmanuel Macron a montré qu'il était capable de passer une étape suivante, de se passer carrément du Parlement, de même pas de faire de propositions et de tout piloter à partir de l'Élysée. Donc on sait qu'il est capable de faire. La vraie question, c'est que pour le moment, qu'est-ce qu'il fera si jamais un jour nos hommes politiques ont le courage de le faire sauter? Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, le déni de démocratie, là, était très flagrant. Là, il y a une possibilité, est-ce qu'il y a un contre-pouvoir constitutionnel? Maintenant, encore faut-il que les représentants, qui sont censés nous représenter, l'utilisent. Oui, c'est tout le problème. Je voudrais ajouter une chose, Clémence, concernant ce corps politique. Je rappelle 2022, le deuxième tour, tous en rang serré, ils sont venus dire attention, les nazis arrivent, la nazie bien connue Marine Le Pen, non, votons tous pour Macron. Ils ont tous voté pour Macron. Est-ce que qui que ce soit parmi eux peut dire que je suis surpris de la politique mise en œuvre par le président que j'ai fait élire, Monsieur Mélenchon? Coucou.
Hein, donc, non, tous, tant ils sont impliqués. Ça, je suis désolé. Mais sur le 49.3, je ne marcherai jamais dans cette combine démagogique qui consiste à dénoncer un système qui est le masque. Cette dénonciation, c'est le masque de la lâcheté du monde politique vis-à-vis de Macron. Du reste de l'opposition, vous avez raison finalement. Renversons un peu le braquet. Pour le moment, on le pointe sur le gouvernement sur cette question-là. Mais en fait, prenez vos responsabilités et renversez-les. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Et vous alliez justement tous ensemble, toute l'opposition. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Merci encore, Alexandre Langlois. Je rappelle votre dernier livre, Résigner la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Régis de Castelnau, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup